tout au long de ce débat, dans la mesure où, évidemment, manifestement, le mètre 50 ne peut pas être respecté. Quelques présentations, rapidement, pour savoir qui est qui, même s'il y a des visages connus, c'est une évidence. Willy Boursu est avec nous, et maire, ministre wallon de l'aménagement du territoire. Christophe Collignon, PS, le tout frais ministre wallon du logement. Maxime Prévost, député bourgmestre de Namur. Michel Dachelet, inspecteur général au service public de Wallonie. Véronica Crémasco, présidente de la commission aménagement du territoire du Parlement wallon. Avec nous également Pierre-Alain Franck, représentant de l'Union professionnelle du secteur immobilier. Avec nous aussi, plus au bout de la scène, Samuel Salens, directeur de la section aménagement du territoire à l'Union wallonne des entreprises. Et il me semble avoir oublié quelqu'un qui lève la main. Voilà, pardon, oui, Madame Chantal Dassonville, je me le disais bien, qui remplace Frédéric Dardenne, excusez. Madame, vous êtes responsable de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vous occupez aussi de cet important chantier qui consiste à rénover les bâtiments scolaires. Gros enjeu architectural et sociétal, s'il en est. On a entendu beaucoup de choses, mesdames, messieurs, dans ce premier panel, dans ce premier débat. On a beaucoup parlé de lenteur, de codes compliqués à comprendre, de réunions difficiles à organiser. Bref, on a conclu manifestement qu'il était temps de simplifier tout ça. Mais pour simplifier, il faut une vision. Et je voudrais pour commencer demander la vision du ministre wallon de l'aménagement du territoire. Quelle serait la vision? Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous demander d'essayer de faire des réponses assez courtes, parce qu'on vient de décider d'organiser une petite séance de questions-réponses, parce que je pense qu'il y en aura pas mal. Ce serait dommage que la salle ne prenne pas la parole. Vous savez que j'adore quand le public prend la parole. Et donc, Monsieur Boursu et tous les autres, des réponses courtes, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse justement écouter celles et ceux qui auraient à vous parler. Cette vision-là de simplification, de changement, comment est-ce que vous pouvez la porter, pour autant, bien entendu, que vous la souteniez? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je soutiens effectivement cette vision. Je pensais que vous alliez m'interroger sur la vision en termes d'aménagement du territoire. Là, résumer cela en quelques mots est évidemment impossible. En termes d'accélération et de simplification, notons qu'avec le Code d'été, pas mal d'éléments ont déjà été mis en place, avec des délais, avec des procédures, avec des modifications. Deux, nous avons, avec la déclaration politique régionale, mis en place une task force d'évaluation du Code d'été, dans laquelle on retrouve pas mal des interlocuteurs qui sont ici, l'administration bien sûr, et les différents partenaires. Le but de cette task force n'est pas de réécrire une fois encore le corpus législatif ou réglementaire en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme. On vient de le faire. Il est important d'avoir aussi une raisonnable stabilité dans les législations. Par contre, il y a ça et là probablement des éléments d'adaptation, des curseurs à déplacer, des procédures accélérées. Je donne un exemple concret. Il y a par exemple la possibilité de solliciter la prolongation du délai d'1 mois dans certaines circonstances pour que les fonctionnaires compétents puissent remettre leur avis, leur proposition de décision. C'est une disposition qui avait initialement un caractère exceptionnel et qui, au fil du temps, est devenue très habituellement utilisée. Voilà un exemple de disposition qu'on peut adapter. Gardons-la, mais pour des situations exceptionnelles et dûment motivées. Est-ce que l'organisation du lien entre ville et commune peut être améliorée encore? Et puis, il y a bien évidemment l'ensemble du volet digitalisation. On doit bien dire que nous n'y sommes pas, et loin s'en faut. Nous venons de lancer, si je puis dire, le processus en ce qui concerne les permis publics, et uniquement les permis publics. Nous venons de décider de la digitalisation des permis en ce qui concerne tous les permis délivrés depuis 2017. Mais à l'évidence, un élément d'amélioration qui serait tout à fait adapté, sensible. Combien de fois des architectes m'ont dit « Est-ce que tu te rends compte, je dois venir avec presque une brouette déposer mon permis ?» Donc, évaluer les dispositifs, modifier un certain nombre d'éléments techniques, de curseurs, etc., améliorer la relation encore entre pouvoirs locaux et administration centrale, administration régionale, et bien sûr, plonger dans la digitalisation pour que les flux informatiques, la traçabilité du permis soit tout à fait connue du demandeur, par exemple, qui pourra alors situer exactement quelle instance a remis son avis, quelle étape a franchi son permis et à quel moment il peut escompter l'obtenir. Et sans le savoir, vous avez répondu en partie à une des questions qui avait été soulevée dans la première partie du débat, qui était l'impérieuse nécessité manifestement d'uniformiser l'informatique entre les communes et la région. J'imagine que ça fait aussi partie de la réflexion.
Oui, effectivement, ce n'est pas simple, hein, ce dossier de la digitalisation, et M. Dachelet pourra en parler de façon très détaillée. Il faut s'imaginer l'ensemble des interlocuteurs, il faut s'approprier toute l'antériorité des autorisations, des permis délivrés, etc. Il faut capter toutes les informations qui doivent être à un moment ou l'autre intégrées dans le processus de délivrance. Il faut effectivement une compatibilité entre les architectes, les communes, ceux qui interviennent. En permis unique, on doit évidemment doubler avec l'ensemble de la législation environnement, et tout ça doit pouvoir fonctionner de façon intégrée, de façon sécurisée. C'est difficile, mais ce n'est pas inatteignable. La preuve, d'autres l'ont fait ailleurs. Christophe Collignon, voilà, vous débarquez dans ce ministère du Logement, qui est fondamental, parce que c'est un débat qui revient très, très régulièrement sur la table. Quand on a préparé le débat, ici, on a souvent évoqué le fait que beaucoup avaient l'impression, et ce n'est sans doute qu'une impression, que le monde politique n'avait pas suffisamment compris que toutes ces lenteurs administratives, de procédures, de réunions interminables, techniques complexes, ça finissait par provoquer un problème de logement, de gens qui aujourd'hui n'ont plus de choix, qui doivent absolument aller vite dans leurs projets, et ils ont parfois un peu l'impression d'être freinés par des décisions administratives, et donc ça finit toujours par retomber sur le monde politique. C'est difficile la question que je vais vous poser, mais est-ce que vous pouvez vous engager, vous, justement, en tant que ministre wallon du logement, nouveau ministre wallon, à mettre tout en œuvre, justement, et mettre un peu de pression pour que tout se simplifie, tout s'harmonise, tout aille plus vite. On a parlé des différences entre la Wallonie et la Flandre. En gros, est-ce que vous pensez que le gouvernement wallon peut se fixer comme objectif de rattraper son retard en la matière par rapport au nord du pays? C'est allumé. C'est allumé. Voilà, on m'entend. Merci. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. C'est effectivement une de mes premières apparitions dans mon nouveau costume. Et c'est néanmoins un domaine que je connais, puisque je quitte aussi la fonction de bourgmestre. Et donc, je ne la quitte pas tout à fait parce que je reste bourgmestre en titre. S'il y a des toi dans la soile, qu'ils soient rassurés. Tout cela pour vous dire que ces lenteurs, on les remarque aussi lorsqu'on est municipaliste. Maxime Prévost en parlera sans doute. En général, les bourgmestres essayent d'être aussi à l'écoute des promoteurs, de ceux qui viennent leur proposer des projets, parce que je crois qu'il faut une articulation entre le public et le privé. Mais ma responsabilité de demain, c'est celle de faire en sorte qu'il y ait plus de logements qualitatifs, parce qu'il y a un véritable challenge, une véritable demande dans la population, au-delà du fait, ce n'est pas le sujet du jour, mais que ce logement doit être aussi à la bourse de chacun, donc que chacun puisse trouver un logement qui soit de qualité. On sait aussi qu'en Wallonie, le bâti est ancien, donc il faudra aussi être très regardant. Et mon prédécesseur a déjà dégagé des budgets importants, puisque vous savez qu'il y aura ce fameux plan de rénovation du logement d'1,2 milliard. Le dernier plan ambitieux, c'était celui de Michel Darnenne, et qui est d'ailleurs, malheureusement, qui date de 2003, et qui est toujours en cours de finalisation. Ça sert d'être bourgmestre, puisque une des pans de terminaison est une des cités, ah oui, qui n'est pas encore terminée en termes d'isolation. Quelqu'un de manière un peu ironique pourrait vous dire, vous allez vous retrouver finalement le nez face parfois à certaines aberrations administratives, ça vous inquiète ou pas? En tout cas, je suis conscient que ça ne va pas assez vite, pas assez fort, et que les investisseurs, les architectes demandent à ce qu'il y ait, en tout cas, je ne dis pas des certitudes, mais en tout cas des engagements des autorités publiques pour leur permettre de réaliser leurs projets, et que le défi est colossal. Je relisais mes notes pour tout vous dire avant de venir, et je savais que le délai pour faire du logement public, notamment, parce qu'il y a évidemment une forte demande en matière de logement public, mais je pense qu'on n'y arrivera pas seul. Eh bien, le délai entre le moment où vous décidez de réaliser un projet et où il arrive, en réalité, où les briques sortent, eh bien, c'était déjà en 2009 de 4 ans et 5 mois, et sur 10 ans, on a repris 2 ans, donc 6 ans et 5 mois, c'est évidemment beaucoup trop long pour répondre à la demande. Donc, je crois qu'il va effectivement falloir faire en sorte de trouver des clés pour pouvoir améliorer ça. Dans le cadre du plan de rénovation, les choses n'ont pas traîné, puisque mon prédécesseur avait déjà lancé un marché cadre à travers la Société Wallonne du Logement, je crois que les architectes sont au courant, qui vient à échéance déjà le 21 octobre, pour pouvoir faire en sorte que les choses sur le terrain puissent arriver plus rapidement. Mais c'est un vaste débat, je ne peux pas tenir de promesses, sinon vous dire que je mettrai toute mon énergie pour essayer de pouvoir faire en sorte que les choses se débloquent plus rapidement, et je crois que ça, c'est un constat unanime.
faire en sorte que les choses se débloquent plus vite, plus efficacement. Michel Dachelet, on a parfois entendu des critiques disant « Oui, mais enfin, toutes ces inspections, toutes ces surveillances, toutes ces lourdeurs administratives, qu'est-ce que ça nous fait perdre comme temps ?» Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'administration wallonne, consciente de tout cela, dise certainement pas qu'il faut se montrer laxiste, mais que maintenant il faut mettre les bouchées doubles pour que ça aille plus vite. Vous avez besoin d'un changement de règlement pour ça, ou bien est-ce que ça doit simplement être une volonté de la part de vos services? Quand on parle de la question des délais, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ce que nous vivons, en fait. Donc, depuis que le code d'été a été mis en place, la question des délais est réglée. Je dirais, elle est réglée au niveau communal, elle est réglée chez nous. Nous sommes rythmés par des délais qui nous sont fixés, en fait, ce qui, par ailleurs, représente parfois un problème. Madame Defrayne l'a dit tout à l'heure, de temps en temps, on ne sait même plus s'arrêter pour discuter, mais ce n'est plus un problème de délai. Maintenant, nos permis sont réglés, je dirais, à temps et à heure. Et je n'attends pas à ce qu'il y ait une réglementation encore supérieure qui viendrait renforcer ces délais, dans la mesure où, je dirais, les chiffres sont là, nous respectons les délais, donc il n'y a pas de dossier qui est hors délai, mais d'un autre côté, Anne-Valérie Barlet... Ça doit être assez dur à entendre pour celles et ceux qui disent que ça ne va pas encore assez vite. Je veux bien qu'elle l'entende. Je pense qu'à ce moment-là, ils doivent venir aussi dans les communes et chez nous et voir ce que représentent ces délais scandés comme ils le sont. C'est-à-dire que nous avons des équipes qui sont, je veux dire, ni trop grandes ni trop petites, mais qui travaillent, je dirais, pour faire en sorte que le service soit rendu, et il est rendu. Et donc je suis étonné, si vous voulez, de cette question-là. Et enfin, ce qu'a rendu l'UPSI, la question des 3 ans, etc., je pense qu'il est important de dire qu'elle comprend la question des délais dans leur ensemble, c'est-à-dire quand un projet est initié et quand ce projet aboutit. Et s'il y a un problème de délai, il n'est pas lié à la réglementation, mais il est lié à la prévisibilité. Pourquoi est-ce qu'un projet n'aboutit pas? Une des raisons, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les règles, le cadre qui permettrait qu'il aboutisse, les balises qui disent où faut-il construire, comment faut-il construire, celles-là ne sont malheureusement insuffisamment claires. Mais je pourrais y revenir, vous m'avez demandé d'être court. Mais non, vous avez raison de parler aussi de la clarté. Mais puisque vous avez évoqué l'UPSI, Pierre-Alain Franck, vous attendez quoi aujourd'hui des discussions que vous pourrez avoir aujourd'hui avec les autorités compétentes? Et il y a vraiment un très très beau panel ici aujourd'hui. Quelle est l'urgence selon vous? On m'entend là? On vous entend très très bien. Pardon. Sauf qu'on a l'impression que vous avez un masque, mais ça c'est... On attend beaucoup de choses. D'ailleurs, je dois dire qu'on est heureux de pouvoir faire partie des groupes de travaux pour améliorer les choses. Donc pour ça, je peux que me réjouir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et on mélange effectivement différents types de notions. La gestion des demandes de permis est effectivement longue. On l'a épinglé cette semaine dans la presse. Et comme l'a dit M. Dachelet, le problème n'est pas le code d'été en tant que tel. Les procédures sont claires, les délais de rigueur sont suivis. Et je dois dire même qu'au sein de l'UPSI, on ne se plaint pas de la réforme qui a eu lieu, parce que celle-là amène des résultats concrets sur le terrain. On s'est rendu compte dans beaucoup de villes que la gestion des permis s'était accélérée. Donc de ça, on ne peut que se réjouir. Le problème, il est où? Le problème, il est, comme l'a dit M. Dachelet, dans la certitude, et en réalité dans l'insécurité juridique aujourd'hui pour un ensemble d'acteurs, de savoir où ils peuvent développer des projets, quel type de projet et selon quelles contraintes. Et ces contraintes sont-elles partagées entre autorités publiques locales et régionales? Et c'est vraiment là le grand débat, parce que la procédure en tant que telle est relativement rapide, on n'a pas à s'en plaindre, c'est les délais, ils sont connus, mais c'est toutes les contradictions dans la législation. Okay? Oui, on parle de plans de secteur, de schémas de développement, de règlements d'urbanisme locaux que régionaux, et ça c'est un terrain fertile pour plein de contradictions. Et à un moment donné, il faut trancher politiquement, et même administrativement par rapport à ce qu'on attend d'un promoteur privé. C'est clair que les responsabilités sont partagées. Les promoteurs et les architectes doivent proposer des projets de qualité. C'est pas moi qui vais dire le contraire ici, personne ne dira le contraire. Mais à un moment donné, il faut savoir vers où on peut aller et vers où on sait aller. Et donc, on essaye, nous, et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, et c'est ça qui explique les délais si longs, c'est que la période qui précède, en réalité, le traitement de dossiers dans les procédures que d'été sont extrêmement longs et, au final, totalement incertaines. Quel est le changement fondamental? Parce que vous avez parlé justement de ce flou parfois législatif où les détails peuvent venir se glisser, et le diable, il est dans les détails. Qu'est-ce qui doit changer prioritairement selon vous? Il y a des choses à court terme, des choses à long terme. À court terme, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes à travers, et ça a été évoqué, une réunion de projet avec l'obligation d'avoir
toutes les parties prenantes dans le processus qui s'exprimeront par après, hein, mais de les avoir au bord d'une même table en amont d'un projet, avoir un PV engageant sous réserve d'enquête publique, d'études environnementales, d'études d'incidence. Le processus démocratique doit avoir lieu, mais qu'il y ait une sorte de quand même consensus politique et administratif sur qu'est-ce qu'on veut voir dans ce projet et qu'est-ce que le promoteur, ce à quoi il doit fondamentalement répondre. Des réunions comme celle-là, ça va faire beaucoup de monde à table, et on sait que plus il y a de monde, moins c'est efficace. Détrompez-vous, parce qu'en réalité, ce qu'on sous-estime aujourd'hui, c'est toutes les pertes de temps qu'il y a par après. Donc à partir du moment où il y a un consensus, il est compliqué à trouver parfois, mais ainsi soit-il, j'ai envie de dire, on doit faire le travail, mais une fois qu'il a été fait, c'est tout le travail par après qui est beaucoup plus facilité, parce qu'on sait qu'on répond à tout. Le projet est de meilleure qualité, et donc administrativement, c'est beaucoup plus facile à gérer. Politiquement, on a ce qu'on voulait, en tout cas, c'est mon souhait. Et puis ensuite, surtout, la gestion des recours, parce qu'en réalité, dans les 4 ans qui ont été épinglés dans l'enquête, la moitié, c'est des temps de recours. Hein. Et pourquoi ? Parce que, justement, il y a des dérogations. C'est inévitable aujourd'hui, vu la complexité des législations. Et donc, on sent des parties, voilà, civiles ou autres, s'engouffrent dans ces dérogations. Et c'est un chemin, c'est un terrain fertile pour tout type de recours, et on perd un temps monstrueux là-dedans. Donc c'est vraiment l'ensemble du processus qui peut être facilité grâce à ces réunions de projet. Mais ça avait déjà été évoqué en première partie, hein. Déjà je ne sais plus quel interlocuteur l'avait évoqué, ces réunions en amont qui permettraient de décoincer tout ça. Et même si effectivement ça fait dans un premier temps beaucoup de monde, ça permet justement peut-être d'éviter ces réunions en répétition où il serait peut-être plus dur, plus tard, de réunir justement du monde. Vous partagez cette vision, Véronica Cremasco. Le changement, c'est tout ce qui vient en amont. Excusez-moi, vous m'entendez ? Très très bien. Bonjour. Ben justement, je serais plus nuancée. Je trouve que d'abord la réunion de projet, et on en a parlé au départ et que l'UPSI défend ici, elle arrive un peu, elle est dans le processus. D'abord, elle est prévue par le code, et il y a beaucoup d'architectes qui sont et d'auteurs de projets qui l'ont déjà vécu. Donc effectivement, c'est constructif, mais ce n'est jamais qu'une des étapes. À partir du moment où la vision régionale et la vision communale convergent et qu'elle a été adaptée. Donc on ne peut pas arriver aujourd'hui dans l'état de fait qui est celui où nous sommes. Et je trouve que le problème est bien posé, parce que, en tout cas, moi, je vis un peu cette réalité-là aussi, où il y a un conflit parfois entre l'interprétation régionale et l'interprétation communale, c'est clair. Le problème existe, il faut pas le nier. Mais ça veut dire qu'il faut revoir des textes pour tout ça, pour que justement ces interprétations n'aient plus lieu d'être. Et alors justement, par rapport à ça, j'allais dire, vous avez donc moi je préside la commission de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de l'économie, qui sont les compétences de Monsieur Boursu, enfin parmi les compétences de Monsieur Boursu, et donc au Parlement, on discute beaucoup, quoi qu'on en dise, de ces questions-là, et on en débat beaucoup. Donc sachez que c'est aussi un problème qui nous occupe au quotidien. Et tout ça pour dire que moi, donc, je fais partie du Parlement, et vous avez devant vous des ministres, Monsieur Boursu, qui a un énorme challenge dans le stop béton, c'est pas rien. Monsieur Collignon, qui hérite de la lourde charge de la rénovation de tout notre ensemble de logements bâtis, et Madame Dassonville, qui représente Monsieur Dardenne, qui s'est lancé dans le chantier des infrastructures scolaires. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de permis et le nombre d'enjeux que ça représente. Si les enjeux régionaux ne descendent pas jusque dans les communes et ne sont pas implémentés dans les communes, ça n'ira jamais. Et vous en avez parlé toute la première partie, évidemment qu'il faut décliner ça, et que le contexte régional, il est propre à chacune des communes, et que ce n'est pas la même chose pour Monsieur le Russe qui vient de Randeux ou pour Madame de Fringue qui vient de Liège, ça c'est clair. Mais il faut néanmoins que cette coupole et que cette vision régionale puissent arriver jusque-là. Autrement, ces grands challenges-là, et qui sont énormes au niveau de l'aménagement du territoire, ils ne vont pas se réaliser. Et par rapport à ça, moi, j'ai eu la chance d'être formatrice des conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme, et on n'en a pas encore parlé. Et plutôt que de parler d'un moyen réglementaire, c'est un moyen humain. C'est des gens qui font ce lien-là entre la politique régionale et la politique communale. Ils ont été créés par la région wallonne au moment de cette décentralisation, où on a donné plus de pouvoir aux communes pour dire vous allez plus octroyer les permis. On ne s'appuie pas assez sur eux ? Pas du tout, et on n'investit pas assez. Donc moi, j'ai eux. été formatrice, ils ont 7 jours de formation. C'est un élément et c'est un moyen humain qui est fondamental pour que la région, justement, là je rejoins à moitié M. Dachelet,
puisse déployer des moyens encore plus considérables, et notamment des moyens humains, pour accompagner ce dialogue-là et ces communes. Et une fois que la commune a sa vision, une fois que la commune... Ben là, tout roule. Et donc là, le problème, c'est... En tout cas, un des éléments, c'est celui-là, c'est cet accompagnement humain qui permet de décliner la vision régionale au niveau communal avec les spécificités et les enjeux politiques de chaque commune. J'ignorais en tout cas pour ma part totalement l'existence de cette cellule, donc c'est bien, voilà. Fondamental. En tout cas, moi, au moins, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, c'est déjà pas si mal. Dans un instant, Madame Dassonville et Maxime Prévost, je vais vous interroger sur ce qui peut vous inquiéter à court, moyen ou long terme, dans justement ces flous, dans ces détails, dans parfois ce qu'on ne comprend pas, ou en tout cas dans ce grand écart qui existe entre les différentes réglementations. Mais d'abord, Monsieur Salens, un petit mot sur justement ce grand écart-là, sur tout ce qui est en train de se mettre en place. L'aménagement du territoire, il n'est pas le même partout. On a beaucoup fustigé en première partie les différences qui pouvaient exister parfois entre deux rues, parce qu'elles sont simplement dans deux communes différentes. L'aménagement du territoire wallon, on a un peu parfois l'impression que c'est un grand melting pot de plein de bonnes intentions, mais tellement disparates les unes par rapport aux autres que c'est impossible à uniformiser. Votre carrière, votre métier aujourd'hui, c'est un casse-tête ou pas ? Non, ce n'est pas un casse-tête, c'est une carrière passionnante, bien au contraire. Parce que si c'était trop simple, ce serait extrêmement ennuyeux. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a des choses qui se font et qui se font bien aussi. J'ai un peu l'impression qu'en effet, on pointe pas mal de difficultés. Il y en a, et c'est évident. Mais on a des fonctionnaires et régionaux et communaux qui font aussi un travail remarquable et qui permettent que des permis avancent et soient instruits, et notamment pour le monde économique et industriel que je représente ici. Alors, il est vrai qu'il y a des complexités, il y a des alignements à avoir entre les différentes parties du territoire. Quand on a des investisseurs qui sont multisites et qui vont être présents sur différentes zones de Wallonie, c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux de voir des différences majeures entre différents coins de Wallonie. Mais donc là, il y a un besoin d'alignement, et comme l'a dit Pierre-Alain tout à l'heure, ce que le monde industriel, ce que le monde économique a besoin, c'est de visibilité et de clarté. Donc évidemment, on craint évidemment la complexité, mais ce qu'on craint le plus, c'est de ne pas avoir une décision dans un temps qui soit raisonnable et une décision qui soit facile à prendre. Les outils permis sont des outils extrêmement techniques. Même les professionnels qui sont ici aujourd'hui, ou les professionnels dans les communes et les régions, ont parfois du mal à les maîtriser eux-mêmes. Alors demandez-vous pour un chef d'entreprise, un chef de PME, ce que ça représente que de devoir déposer un permis parfois assez conséquent. Et imaginez aussi un investisseur international qui arrive ici et qui doit comprendre notre réglementation. Vous pensez que c'est de nature à les décourager, ça, justement, ces investisseurs étrangers ? Je pense que la Wallonie a beaucoup d'atouts, mais on doit faire attention, évidemment, notamment cette réglementation-là aussi, pour pouvoir faciliter des choses. On a des atouts en matière territoriale, et donc il est important qu'on puisse jouer aussi là-dessus pour accueillir des investisseurs. Donc voilà, il faut évidemment amener de la simplicité, mais il faut surtout amener du dialogue. J'utiliserai l'image qu'un permis, c'est comme un contrat de mariage entre la puissance publique et un demandeur privé. C'est un contrat qui doit se rédiger à deux, où les deux, globalement, sont contents au bout du compte quand on l'a signé. Et donc, nous, au niveau de l'Union wallonne des entreprises, ce qu'on attend, c'est quelque part l'autorité publique et le demandeur privé puissent se mettre autour de la table et dire tiens, comment est-ce qu'on va construire ensemble un beau projet qui va répondre aux besoins collectifs et qui va être celui aussi qui va répondre aux besoins du demandeur. Donc ça, c'est un peu l'idéal, c'est quand on arrive à la signature du permis, tous les deux débouchent le champagne et le boivent. C'est pas si mal. Willy Boursu, vous vouliez ajouter un tout petit mot, rapidement, si vous voulez bien ? Oui, juste avec un micro. Oui, avec un micro. Juste un petit mot. Je pense que ce que les gens ont en tête, ou ce que les porteurs de projets ont en tête, c'est probablement la durée entre le moment où l'avant-projet, si je puis dire, est conceptualisé et le moment où il est définitivement acquis. Il n'est plus querellable administrativement. Il n'y a plus de recours possible au Conseil d'État concernant la décision. Et là, on doit observer 2-3 éléments. Le premier élément, c'est que de plus en plus, le NIMBY, nous le voyons dans un grand nombre de dossiers en recours, il y a environ 1000 recours par an. Et il y a une contestation de proximité de plus en plus forte d'un grand nombre de dossiers. Le deuxième point, c'est que cette contestation se traduit par un grand nombre de recours aussi au Conseil d'État. Et là, je peux vous dire, pour être en première ligne avec M. Dachelet et mon équipe, dont Benoît Renier qui se trouve là en face de moi, je dois dire, on vient d'avoir récemment un dossier d'implantation d'éoliennes qui avait été cassé pour la 6e fois au Conseil d'État.
On a des dossiers de cette nature-là, heureusement très minoritaires, mais où l'insécurisation de la décision administrative ultime est un élément qui est très fragilisant. Je parle ici des grands dossiers. Et alors le troisième volet, c'est toute une série d'étapes qui sont des étapes plus techniques. Quand est-ce que la ville ou la commune constate la complétude du dossier? Il y a quelquefois, dans un certain nombre de communes, des jours, parfois des semaines qui s'écoulent. Est-ce que le contrôle d'implantation est fait rapidement? Est-ce que l'avis de la zone de secours vient dans les délais, etc., etc. Il y a des éléments d'environnement alors qui compliquent manifestement le dossier. Mais soulignons par ailleurs qu'il y a de l'ordre de 28 000 dossiers, dont la moitié avec l'avis préalable du fonctionnaire délégué, qui sont délivrés chaque année en région wallonne. J'abonde dans le sens du témoignage de l'Union wallonne des entreprises. Et par ailleurs, paradoxe, vous avez vu probablement sur Stadbel les récents chiffres pour les 6 premiers mois de 2020. Eh bien, malgré cette crise du Covid, les administrations, en ce compris les administrations locales et notre administration régionale, je leur remercie, se sont adaptées de sorte qu'on a 2% de permis en plus pour les 6 premiers mois 2020 par rapport aux 6 mois de l'année précédente, donc 2019, 28% d'appartements en plus, 6 mois comparé aux 6 mois antérieurs, malgré la crise Covid. Donc il y a manifestement une fluidité. Et alors je termine par un élément, il est très important, c'est que, comme vous l'avez dit, M. Dachelet, on est maintenant avec le code d'été, il y a des mécaniques qui sont rigoureusement automatiques et quelque chose se passe après un délai, pour résumer. Donc, si nous laissons écouler un délai, eh bien, il y aura quelque chose se passe. En recours, par exemple, l'avis en première instance est réputé favorable. Et il en va de même pour une série de situations. Je dis ça pour préciser le cadre réglementaire que vous aviez cité en première instance. Désolé, Maxime, et désolé pour vous, parce que Maxime dit généralement des choses très intéressantes, donc je vous ai privé de les entendre un peu plus tôt. Oui, et parmi tous les permis qui ont concerné justement l'administration wallonne ces derniers temps, on peut dire que Namur n'est pas en reste. On peut dire que ça a bougé, pas mal bougé. Vous connaissez bien, en plus vous, Maxime Prévost, les différents niveaux de pouvoir, celui de la région, celui maintenant de la commune. Namur a bougé, ça a été de manière très spectaculaire, souvent relayé dans la presse, que ce soit via le Grognon, maintenant le téléphérique. J'évoquais tout à l'heure la polémique qui concerne le contournement de jambes, on ne va pas faire de polémique ici. Mais tout de même, quand on est bourgmestre et qu'on voit sa ville se développer, Namur n'est pas la seule, on connaît évidemment le développement de Liège, mais quand on est bourgmestre et qu'on a tant de projets, qu'il y a tant de choses, et qu'on se rend compte qu'on est peut-être confronté à ces grands écarts de textes, est-ce qu'on passe vraiment beaucoup de nuits blanches? Est-ce que vraiment c'est invivable? Non. D'abord, je commencerai, avec toute l'amitié que je lui porte, à faire un petit clin d'œil à Willy pour dire combien je me réjouis d'être venu jusqu'à Liège, pour l'entendre plaider aujourd'hui avec autant de ferveur les atouts du code d'été qu'il n'en avait témoigné à l'époque pour dénoncer le code d'été. Et donc, c'est une très bonne chose. Alors, au-delà de cette petite boutade, moi, je ne pense pas que le problème soit en amont dans les procédures, davantage en aval. On a parlé de la réunion de projet, etc. Dans les communes où les choses se passent de manière correcte, raisonnable et rigoureuse, il y a de toute manière, pour chaque projet d'importance, des contacts préalables qui s'opèrent pour qu'au moment de l'introduction du permis, on se soit déjà assuré d'un alignement des vues et des astres entre les services, y compris ceux du fonctionnaire délégué et le demandeur. Sans quoi, c'est un petit peu hâtif parfois ou osé d'aller directement déposer sans concertation préalable. C'est souvent à ce moment-là alors que les difficultés apparaissent. Je rejoins M. Dachelet quand il dit qu'il n'a pas le sentiment que le problème aujourd'hui, et je partage ça, ce soit réellement les délais prévus sur papier dans le code d'été. Je ne pense pas que la solution viendrait par une pseudo-simplification, raccourcissement. L'enjeu, c'est d'éviter l'instrumentalisation de ces délais. Je rencontrais il y a un peu de temps un promoteur bruxellois qui s'arrachait les cheveux en disant les délais à Bruxelles, pour le moment, c'est la catastrophe, parce qu'on attend pour déclarer la complétude du dossier pour uniquement des problèmes de ressources humaines. Et donc, M. Dachelet a raison, le problème, ce n'est pas en soi les délais qui sont prévus dans le code d'été, c'est les ressources humaines qui sont capables de les assumer ou pas. Et vu que maintenant le code d'été prévoit de manière tranchante des décisions, pour éviter d'être pris en défaut, on invente n'importe quoi pour dire qu'il manque toddy une pièce et que le dossier n'est pas complet. Et puis, alors, du coup, ça fait tirer en longueur le délai. Pour moi, ça, c'est le vrai problème. À Namur, quand on a
appris que le code d'été avait été voté, on a engagé des ressources humaines supplémentaires parce qu'on savait qu'il fallait tenir la cadence. Ça, je pense que c'est le vrai enjeu. Deuxième aspect, et Willy l'a déjà évoqué, ce n'est pas politiquement correct peut-être ce que je vais dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une disproportion entre le pouvoir octroyé aux citoyens pour défendre un intérêt individuel par rapport aux enjeux qui revêtissent un intérêt collectif. Vous pouvez parfois, dans l'intérêt général d'un développement urbain, d'un projet immobilier à vocation sociale ou autre, mettre du temps, de l'énergie pour développer un projet. N'importe qui, parce qu'il est contrarié pour quelque motif que ce soit, y compris en habitant à X kilomètres, a aujourd'hui l'occasion de saisir le Conseil d'État pour un oui, pour un non. Trop de procédures abusives, elles ne sont pas suffisamment Bien sûr. sanctionnées. Et je trouve que, alors je suis conscient qu'il fallait aussi éviter que le pouvoir public ou un promoteur privé déboule, fasse la tabula rasa à la chinoise sans tenir compte de ce qui pouvait être l'intérêt aussi de la portée d'ombre pour un citoyen, de la perte d'intimité, de la cohérence paysagère d'ensemble. Mais on a été trop loin. Alors je sais qu'on est à l'ère du citoyen roi, hein, on ne peut rien dire de contraire, il décide de tout et le politique est un rastaquouère par nature. Mais objectivement, je trouve qu'on doit retrouver, et c'est ça, si une réforme doit avoir lieu, celle que j'aurais envie de porter, un juste équilibre, parce que vous reprenez les exemples de Namur et je vous en remercie. Le dossier de la gare des bus, par exemple, porté conjointement avec la région, qui vise à faire un outil intermodal en mettant les bus au-dessus du chemin de fer. On a dû s'y reprendre à 4 reprises, je pense, pour avoir le permis, parce qu'il y avait 3 personnes, un petit groupe de 3. Aucune n'habite dans le quartier, d'ailleurs, hein, mais dans la banlieue, tranquille en campagne, mais estimait qu'il manquait une étude sur les particules supplémentaires des bus quand ils font la poussée pour monter sur la rampe. Une autre fois, c'était l'impact paysager désagréable parce qu'il manquait une rambarde. Il est vrai qu'à côté, il y a quand même 14 voies de chemin de fer, donc je peux comprendre que cette rambarde était essentielle. Mais donc, on vire dans l'absurde parfois pour contrarier des projets d'intérêt général. Il ne faut pas donc, tout mettre sur le dos du politique et de l'administratif. je pense que chacun regarde dans son assiette, y compris le citoyen. Il y a finalement. parfois plus de pénibilité à concrétiser un projet en raison des perspectives désormais quasi certaines d'avoir des recours successifs, parfois téméraires et vexatoires, qu'il y en a de perte de temps à proprement parler dans le traitement des délais tels qu'ils sont prévus par le Code d'été, dès lors que les ressources humaines suffisantes sont bel et bien présentes. Je crois que ça, c'est un élément sur lequel on doit s'interroger. Donc je ne suis pas persuadé que la simplification, pour en venir à votre question originelle, viendrait nécessairement d'une couche de lasagne supplémentaire en disant il faut réviser parce que chacun doit laisser sa marque, un texte qui ne demande qu'à, et je suis heureux d'entendre le psy dire, finalement le texte est bien équilibré, il a permis des gains, on doit fine-tuner, certes, mais comme Willy le disait, hein, il y a maintenant un NIMBY explosif pour n'importe quel projet. Est-ce que l'intérêt général peut retrouver ses droits? Et puis dernier élément, ne le nions pas, ce qui permet aussi de favoriser l'articulation entre pouvoir communal et régional, c'est aussi les fonctionnaires délégués de la région, la bonne collaboration ou pas qu'on a avec, leur caractère agile, souple ou spépieux. Bon, on a tous les profils, il y a la part de subjectivité qui entoure cela, il faut qu'on en soit conscient. Moi, je me réjouis en tout cas d'avoir un bon fonctionnaire délégué, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été opposé au fait de les faire tourner. Merci. Madame Dassonville, je vous ai vu prendre des notes frénétiquement lors de certaines interventions. C'est la preuve que tout ça vous a passionné, intéressé. Évidemment, on a envie de vous dire que vous avez en charge quelque chose de fondamental, parce qu'il va falloir rénover le bâti scolaire, et ça fait évidemment partie aussi de la qualité de l'enseignement. C'est bien plus que de l'architecture, c'est de la société au sens large. Sur base de tout ce que vous avez entendu, il y a des choses qui vous inquiètent, des choses qui vous rassurent. C'est presque un mot de conclusion à ce tour de table que j'ai envie de vous demander avant qu'on ne passe aux questions-réponses. Vous avez l'impression, en étant d'ailleurs également, en faisant partie de la région wallonne, en voyant aujourd'hui tout ce qu'il y a à faire au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les bâtiments, vous vous dites aujourd'hui, oui, je ne vais pas y arriver, ou au contraire, vous vous dites, non, finalement, tout ça est simplifié, ce sera beaucoup plus facile. Alors, moi, je me dis que c'est un sérieux challenge, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Peut-être le coller un tout petit peu plus à votre masque, si vous voulez bien. Je me dis que c'est un sérieux challenge, ça c'est clair, puisque
Le ministre Collignon parlait d'1,2 milliard d'investissement dans les logements. Le ministre Dardenne parle aussi de plus d'1 milliard d'investissement dans les écoles. Et ce sera même peut-être encore un peu plus quand on aura fait les comptes. Hein. Mais il y a dans ces enjeux-là, bien sûr, ce que vous avez évoqué, les enjeux liés à la société, puisque ce sont les espaces dans lesquels nos enfants vont évoluer et donc vont apprendre à se confronter d'une part à la qualité de leur espace environnant, mais aussi à tout ce qui touche aux évolutions pédagogiques qui sont issues du vaste chantier du pacte pour un enseignement d'excellence, hein, qu'on va devoir prendre en compte. Alors moi j'avais envie de, puisque vous me donnez en quelque sorte l'honneur de peut-être un petit mot de conclusion avant de donner la parole, parmi les notes que j'ai prises, j'ai été sensible à ce qu'a dit Madame Heinen, notamment sur le rapport entre la région et les communes, et j'avais envie de le traduire autrement. Moi, depuis que je fais ce métier donc, de maîtrise d'ouvrage public, hein, puisque c'est vraiment ça mon métier, j'ai l'impression qu'il y a une vaste confusion entre architecture et urbanisme. Et que donc, il y a énormément de dialogues relativement peu efficients sur des questions qui ne relèvent pas de l'urbanisme, en fait. Et ça me ramène à une autre intervention qui est celle de Véronica, à propos des CATU et des personnes qui sont dans les communes ou qui sont dans les services qui doivent donner des permis. Je pense qu'il y a en Wallonie encore un travail assez important à faire pour faire monter le niveau de la culture architecturale de manière générale et de ne pas confondre alors au niveau des processus de permis des questions qui ne relèvent pas de l'aménagement du territoire, mais qui relèvent de questions alors plus sensibles et plus difficiles à maîtriser par les services qui sont en place aujourd'hui. Alors moi j'ai une pratique avec ma casquette cellule d'architecture, qui est la pratique des concours d'architecture. Et vraiment, j'invite tous les fonctionnaires régionaux et communaux et les autorités en charge de ces fonctionnaires à les pousser à venir dans ces jurys, parce que ce sont des lieux de débat en amont, précisément, du processus qui va suivre après en matière de conception et de procédure de permis. Donc, culture architecturale, d'une part, mais dialogue au bon moment, c'est-à-dire au moment où émergent les idées et l'espace d'un jury, pour les fonctionnaires qui sont là et qui y ont déjà participé, c'est vraiment un espace de dialogue avec tous les partenaires qu'on invite à l'intérieur de cet espace. Et c'est très en amont du projet. Donc quand il y a des difficultés, on peut déjà, à ce moment-là, se parler. Alors, je sais que ce qui coince par rapport à un certain nombre de collègues, c'est qu'ils ont peur de perdre leur autorité en participant à ce dialogue. Comme s'ils préféraient garder cette possibilité de dire oui ou de dire non. Mais entre le moment où on fait un concours et le moment où on dépose un permis, il y a des mois, voire des années qui se sont déjà écoulés. Et comme le disaient des collègues architectes, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a déjà beaucoup de travail sur la table, il y a déjà beaucoup de temps consacré, et que c'est extrêmement difficile pour tous les acteurs, pour les maîtres d'ouvrage, pour les clients, évidemment, de recevoir un non à un moment où il y a déjà tellement de travail qui a été réalisé. Et dernière chose, j'avais envie de dire, alors pour revenir au projet de Frédéric Dardenne sur le réinvestissement des bâtiments scolaires, c'est clair que pour nous, il y a deux challenges. D'une part, parce que les bâtiments scolaires sont des équipements très structurants, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit en milieu rural. Ce sont souvent de très grands équipements. Quand vous avez une école avec 1200 élèves, ça génère évidemment toute une série de dispositifs qui vont de la mobilité à l'environnement, à l'architecture, à l'ouverture sur le quartier, le partage des infrastructures. Enfin, il y a vraiment toute une série de questions qui sont en débat aujourd'hui. Mais il y a aussi un deuxième challenge pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est qu'on va devoir aller chercher beaucoup d'argent. On va devoir trouver cet argent. Hein, et que dans les dialogues qui sont en cours aujourd'hui, notamment avec des partenaires européens, les échéances sont très courtes. Hein. Et donc moi, je vais devoir, à partir d'aujourd'hui, lancer des dossiers, les étudier, obtenir des permis et désigner des entreprises pour fin 2023. Voilà mon challenge.
Grand merci à vous. Chose promise, chose due, on va vous donner la parole. Je suis désolé, évidemment, on ne peut pas vous donner de micro, parce qu'évidemment, le faire passer de main en main, ça serait un tout petit peu compliqué. Donc je vais vous demander, si vous avez une question, de lever la main, de nous dire à qui cette question s'adresse, de ne pas faire des questions trop longues non plus. Je vous en prie, monsieur, on va vous demander évidemment de porter un peu la voix tout en gardant le masque. Je sais que ce n'est pas facile. En gardant le masque, si vous voulez bien. Non, pas en l'enlevant, en le gardant, voilà. Mais au-dessus de votre nez aussi. Au-dessus de votre nez aussi, si vous voulez bien. Voilà. Parfait. Vous n'avez pas la petite pince? Ben, je vais venir vous le passer, si vous voulez. Alors, ce n'était pas vraiment une question, mais c'était un témoignage en tout cas fort intéressant. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir à ce qui vient d'être dit? J'étais sûr que c'était vous qui allez le dire. Parce que ça me tient particulièrement à cœur et je pense que monsieur a vraiment raison. C'est un moment, comment est-ce que justement cette culture et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme descend jusque dans les communes. Et c'est comme plusieurs personnes l'ont rappelé, même monsieur Dachelet, en disant, quelque part, vous avez face à vous des communes, on parlait du grand enjeu, par exemple des infrastructures scolaires, vous avez des communes devant vous qui ne savent pas où elles vont les localiser, par où elles vont commencer, quel est l'enjeu du stop béton et comment elles vont le décliner sur leur commune, et qui vont vous parler couleur de châssis. Or, ce n'est pas leur rôle. La solution émanera de l'architecte, parce que la solution architecturale, il y a une infinité. Moi, je suis ingénieur architecte de formation. Donc, il y a une infinité de solutions architecturales à un objectif urbanistique. Et la commune, elle doit se fixer des objectifs urbanistiques qui sont en cohérence avec la région. Et quand je dis ça, voilà, le problème a l'air sympathique, mais c'est éminemment complexe, évidemment. Et il faut investir, entre autres, et j'avais tendance à dire d'abord, par rapport à d'autres réflexions, d'abord dans l'humain, parce que les méthodes, on les a. On sait qu'il y a des tas d'outils que les communes pourraient utiliser en disant notre objectif est celui-là, à cet endroit-là, que ce soit par rapport au logement. Et vous avez raison, il y a des tas de communes qui sont démunies par rapport à ça, et alors qui vont donner des avis sur une interprétation architecturale. Or, ce n'est pas leur job.
Après, il y a des marchés publics qui sont organisés pour faire émerger, pour discuter autour de la solution architecturale, etc. C'est autre chose. Mais dans le cadre de tous ces permis sans l'avis du fonctionnaire délégué, je vous rejoins complètement, parce que c'est là que ça pose problème aussi. Et alors après, ça va rentrer en conflit avec le niveau régional parce qu'il n'est pas descendu jusque-là, il n'a pas maturé en fait jusque-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de l'investir. Monsieur Salens. Oui, je vais essayer de parler avec ce masque. C'est très difficile. Je peux vous assurer qu'avec le masque de l'UA, vous ne risquez pas d'avoir le moindre difficulté. Parce que si les administrations sont ici aussi hermétiquement séparées les unes des autres que ce que nous propose le masque de l'UA, je comprends que ce soit difficile. Donc voilà, donc c'est un peu difficile de parler. Excusez-moi. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Véronica, parce que je pense que dans un projet, au niveau du permis, on est sur les aspects techniques du projet lui-même. On est sur le bâtiment, etc. On est sur une série de considérations, des châssis, des hauteurs, des volumes. Et je pense qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on n'est pas sur le projet qu'il y a derrière. Et donc, on en oublie souvent l'analyse économique, humaine. On ne se dit pas, derrière, il y a 50 familles qui vont vivre. On ne se dit pas, il y a 200 personnes qui vont travailler. On voit un bâtiment, on voit des logements, on voit un bloc de béton qui s'installe quelque part. Et je pense que ça fait partie des difficultés quand le traitement, quelque part, il est uniquement technique. Et ça rend, ça déshumanise quelque part le projet. Et ça, je trouve que c'est une des difficultés. Je pense que si on humanisait les projets derrière les bâtiments, derrière les permis, eh bien, ce dialogue serait peut-être plus simple et on arriverait peut-être à faire les choses un tout petit peu plus rapidement. Voilà. Maxime Prévost. Oui, en vous entendant, M. Salens, j'avais une autre réflexion. Parce que je suis d'accord avec vous, parfois, on est dans une démarche où l'arbre cache la forêt. On regarde les gabarits, les volumes, et on oublie le projet. Et reconnaissons qu'il y a de plus en plus auprès de la population un sentiment anti-promoteur, comme si c'était toujours le gars dont le seul objectif était de se faire un maximum de fric, au détriment de tous les autres enjeux et considérations de bien-être ou de cohérence, et alors encore moins en vertu des considérations de gestes architecturaux. Moi, je pense qu'on doit, et je sais à qui je m'adresse, et ce n'est sûrement pas vous que je dois convaincre, mais je le disais encore aux représentants de l'UA que je rencontrais cette semaine avant, on doit rétablir la noblesse de l'architecture. Un geste architectural, c'est quelque chose qui donne une personnalité à un bâtiment, c'est quelque chose qui donne de l'identité à un lieu, c'est quelque chose qui favorise aussi l'appropriation de l'espace, y compris espace public, quel qu'il soit. Et on a tendance, trop souvent, on le voit lors des enquêtes publiques, les commentaires qui sont faits et que l'on doit alors après traiter, il y a souvent le procès d'intention, il y a le procès de la course à l'argent, et évidemment, vous vous en fichez de nous, vos administrés, parce qu'on ne pèse pas assez, on n'est pas assez gros, on n'est pas assez fort. Et donc je pense qu'on doit retrouver une juste balance, ne pas oublier quel est le projet. Ce n'est pas pour ça qu'il faut toujours dérouler le tapis rouge, free open bar à tous ceux qui viennent avec une démarche promotionnelle, parce qu'on a parfois aussi des choses qui sont assez interpellantes, ou la technique classique de je rajoute 2 niveaux de plus pour dire après qu'on en a retiré 2, qu'on s'est saigné, on connaît tous. Mais on doit être dans une démarche où à un moment donné, l'apport esthétique au sein d'un milieu urbain ou rural, d'un projet architectural qualitatif, est aussi un élément d'intérêt collectif. Une autre question? Oh là là, tout le monde lève la main. On ne sera pas rentré avant demain, catastrophe. Monsieur en rouge. Jean-Marie Halleux, j'enseigne la géographie économique et développement territorial à l'Université de Liège. Donc je vais prendre ma casquette ici d'enseignant. Je suis ravi de toutes ces évocations finalement du problème en termes de ressources humaines, en termes de capital humain. Effectivement, c'est fondamental. Ce n'est pas la solution, mais c'est un élément du problème. On a parlé tout à l'heure avec Mme Hélène des Pays-Bas de l'Allemagne. Vous êtes aux Pays-Bas, vous avez 18 ans, vous terminez aux humanités, vous pouvez vous inscrire en première année dans une université en aménagement. Pardon, pas en architecture. En aménagement. En Belgique, il reste, en Belgique francophone, c'est exactement les matières de spécialisation. C'est pas 18 ans, à 20 ans, 24 ans, ou 25 ou 26 en fonction du parcours scolaire de nos étudiants. Voilà, donc je soumets ça finalement à nos représentants, puisqu'on a à la fois la communauté wallonne, on a aussi un représentant de la communauté française. C'est une des pièces du puzzle. Il faut absolument, je pense, remonter les cursus, pas en architecture, donc en urbanisme, d'aménagement du
Alors, j'essaie de transformer votre impression en question. Qu'est-ce qu'on peut faire demain, finalement, pour faire en sorte qu'on n'ait plus le problème du manque de connaissance de ce qui se passe sur le terrain en organisant des formations plus spécifiques plus tôt? C'était ça? Que la communauté française, par exemple, réfléchisse sur comment améliorer les expertises, les compétences, comment, par exemple, faire remonter les cursus. Nous, aujourd'hui, on doit attendre 25 ans, parce que ça arrive plus tôt dans les formations. Mais la question que je posais était celle-là. D'accord. Est-ce que la communauté française peut donner un petit élément de complément? Oui, allez-y. Non, mais je voudrais juste rebondir sur la question du cursus, et pas spécifiquement ce que monsieur a évoqué, parce que voilà, je lui donne raison, je ne vais pas en rajouter. Mais il y a un autre élément de cursus quand même qui, moi, m'intéresse aussi, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants en architecture. Je pense qu'on continue. Vous savez qu'il y a beaucoup d'architectes en Belgique, hein, il y a beaucoup d'étudiants en architecture, c'est un des pays d'Europe où il y en a vraiment beaucoup. Et donc, on continue à enseigner aux architectes, aux étudiants en architecture de manière générale, qui vont tous devenir des grands concepteurs. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sera d'accord pour dire que tous les étudiants qui sortent de droit ne vont pas tous devenir des grands plaideurs. Le droit donne accès à toute une série de matières, de jobs divers et variés. Et moi, je voudrais vraiment aussi plaider par rapport à ça, à savoir que dans les métiers de l'architecture, il y a aujourd'hui une diversité de pratiques, hein, et qu'avoir des bons architectes dans les communes, avoir des interlocuteurs qui savent parler la même langue, c'est un challenge vraiment important. Ou dans la maîtrise d'ouvrage public, qui est mon métier, d'avoir des architectes qui ne sont pas frustrés d'avoir raté leur carrière de grands concepteurs. C'est vraiment important pour avoir des vrais interlocuteurs pour les concepteurs. On va prendre une autre question, sachant qu'on va quand même vous tendre un micro en le tenant un peu à distance. Oui, monsieur. Oui. Super. Essayez de ne pas vous l'échanger, c'est moyen. Ça... Désaffecté, super. Ça marche? Ok. Ok. Sinon, je traduis les questions, ce qui est a priori... Je peux poser ma question? Allez-y, pardon, parlez sanitaire, excusez-moi. Oui. Donc, Robert Trezelge, architecte. Ma question s'adressera essentiellement au ministre Boursu. Donc, j'étais assez d'accord avec ce qu'a dit Michel Dachelet concernant les délais. Tout le monde se plaint des délais, mais les délais sont maintenant fixes et je pense qu'ils sont relativement tenus. Mais le ministre Boursu nous a parlé de la task force pour réévaluer le fonctionnement et mettre un peu l'huile dans les rouages là où ça coince. Monsieur le bourgmestre de Randeux, monsieur Le Russe, a donné des pistes qui permettraient aussi de raccourcir les délais, notamment en intégrant la procédure de questionnement du fonctionnaire délégué dans la procédure normale. Donc en même temps qu'on interroge le commissaire Voyer, interroger peut-être aussi le fonctionnaire délégué, ça pourrait peut-être aussi nous faire gagner un peu de temps. Mais il y a des éléments sur lesquels on n'a pas pris, et je ne sais pas comment la task force va pouvoir solutionner, et si même elle va pouvoir solutionner, ce sont toutes les astuces que les communes utilisent pour freiner les dossiers. Donc ça va de la commune qui ne délivre pas le récépissé. J'ai une commune il y a 10 jours, Bertogne pour ne pas la citer, qui jamais n'a délivré un récépissé de dossier. Donc bien sûr, on peut utiliser la procédure d'envoi par recommandé, mais de nouveau, c'est quelques jours de perdu. Il y a toute une série d'astuces. Les communes qui systématiquement, même dans un lotissement où il n'y a aucune dérogation, vont de nouveau interroger le commissaire Voyer sur l'alignement, alors que c'est défini il a été questionné il y a bien longtemps pour cela. Donc des tas de procédures. Les communes qui vous réclament, qui déclarent l'incomplétude pour tout et pour rien, disant que chez nous, ce n'est pas 4 dossiers de plan qu'il nous faut, mais 16, c'est comme ça. D'autres qui déclarent l'incomplétude parce que chez eux, c'est uniquement en numérique et pas autrement. Et alors, ce que vous avez cité aussi, c'est le recours de plus en plus systématique au prolongement des délais de 30 jours. Donc, est-ce que la task force va pouvoir régler aussi tous ces aspects-là qui échappent complètement, je dirais, au ministre et qui sont du ressort des communes, et des communes qui sont parfois retors et pas toujours très, très objectives à faire évoluer les dossiers? C'est tout à fait le but de la task force. Et elle est d'ailleurs très, très largement composée de manière à pouvoir être alimentée, éclairée, non seulement dans les constats, mais dans les analyses et propositions d'expertise très, très large, interne, externe, des structures représentatives, dont notamment les architectes, mais d'autres intervenants encore. Le but est effectivement cela. On ne peut pas, alors que le CODT a
intégrer les délais de rigueur. Il se passe au terme d'un délai toujours quelque chose. On ne peut pas constater une situation où, finalement, par des biais administratifs divers, vous en avez cité quelques-uns, on viendrait finalement s'extraire complètement de l'esprit, ou d'un des esprits, en tout cas, de la législation. Et donc, c'est un des points, très certainement. J'ai quelques idées sur le sujet, effectivement, voilà. Si la complétude n'est pas là, quelque chose peut être activé facilement. Je ne parle pas de la saisine, mais quelque chose peut être activé facilement par le demandeur, par exemple. Il faut aussi baliser, que les communes sachent ce qui est ou non retenable, acceptable pour dire ce dossier n'est pas complet. Et il faut que l'on balise ça très clairement. Notre intention est de pouvoir, par rapport à chacun de ces éléments-là, avoir une réponse qui soit très concrète, qui soit opérationnelle, et puis de la soumettre à la concertation tout aussi large, et puis de la mettre en œuvre. Christophe Collignon, vous vouliez ajouter un mot? Et puis on prendra une dernière question. Oui, je voulais ajouter un petit mot parce que j'écoute et il y a tout de même quelques propos qui m'interpellent et je comprends tout à fait votre point de vue. Il y a des communes qui peut-être utilisent des subterfuges, mais il n'y a pas que des mauvais élèves chez les communes. Et là, je prends ma casquette du ministre des Pouvoirs locaux. J'étais assez d'accord avec ce que Véronica disait tout à l'heure. En réalité, il y a certaines communes qui sont démunies. Toutes les communes n'ont pas d'architecte dans leurs services urbanisme. Ça, je pense que vous devez peut-être vous en rendre compte. Je crois qu'il est utile que les fonctionnaires CATU fassent le relais avec le fonctionnaire délégué. Comme bourgmestre de Huy, j'ai eu la chance d'avoir d'excellentes relations avec notre fonctionnaire délégué qui est intervenu, auquel je souhaite le meilleur. Mais ça, c'est un rôle extrêmement important. Par contre, je pense qu'au niveau du CODT, effectivement, les délais, c'est beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas le personnel, eh bien, c'est vos avis qu'on ne va pas rendre. Donc, il arrive très fréquemment dans les communes où vous recevez l'un ou l'autre promoteur ou l'un ou l'autre architecte pour un dossier d'ampleur, effectivement, on ne va pas acheter un terrain comme cela sans savoir ce qu'on va pouvoir y faire. Donc, c'est légitime que celui qui veut investir sache de quoi il retourne, ce qu'on va lui accepter, quels seront les délais. Donc là, il faut, je crois, se pencher sur cette problématique de savoir d'outiller correctement les communes. Et je voulais dire une dernière chose, peut-être que ce sera peut-être moins raccord, mais au niveau du code d'été, vous savez, toutes les réformes depuis au Parlement, on l'a refait plusieurs fois. Hein. Le code de l'urbanisme, ça a chaque fois été une bagarre dans les commissions, ça prend un temps extrêmement long. Et Maxime l'expliquait la fois dernière, on l'a voté pendant la nuit. Pour la petite histoire où il était dans l'opposition, j'étais chef de groupe du PS et Maxime était ministre. Donc on a tous été impliqués à un moment donné. J'étais au gouvernement fédéral à ce moment-là. Il a juste quitté. Séquence souvenir. Séquence souvenir. Tout cela pour vous dire aussi qu'il faut aussi parfois essayer de réévaluer chaque fois les législations. Moi, j'ai été frappé comme bourgmestre que parfois je devais transmettre aux fonctionnaires délégués un dossier tout simplement parce qu'il était en dérogation ou c'était quelque chose de mineur que la commune pouvait traiter elle-même. Je crois que si la fonctionnaire déléguée était là, elle pourrait dire aussi qu'il y a des dossiers qui, à mon avis, ne méritent pas de remonter chez le fonctionnaire délégué. Ça participerait de la simplification, ça participerait à une certaine accélération des demandes. Donc je pense que le CODT est une avancée en termes de délai. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi, comme d'autres législations, le revoir et revoir ce qui peut être amélioré. Voilà en tout cas le petit point de vue que je voulais ajouter. Maxime Prévost, rapidement, juste avant la toute dernière question, je ne sais pas qui... Okay, très court, je n'ai pas vocation à être l'avocat des communes, je laisse ce rôle au ministre des Pouvoirs locaux, mais je ne voudrais pas non plus qu'on verse dans l'autre excès. Vous savez, quand je fais des réunions sur la sécurité routière, avec tous des gens qui se plaignent qu'on roule trop vite dans leur rue, et je leur demande, mais qui s'estime être mauvais conducteur dans la salle? Personne ne lève la main. Tout le monde s'estime toujours être très bon conducteur, et pourtant, quand on met le flash, c'est toujours la moitié des riverains qui sont flashés. Si je vous demande aujourd'hui qui s'estime être mauvais architecte, personne ne va me lever la main. Et pourtant, on est aussi confronté à d'autres réalités. Ce sont des architectes qui n'osent pas dire à leurs clients que certaines choses ne vont pas être possibles. Ils préfèrent faire jouer ce rôle par la ville, par les services communaux. Alors, on a quelques exemples qui me viennent en tête, mais par courtoisie, je ne citerai pas, où effectivement, on a un architecte ou l'autre qui estime qu'ils doivent simplement faire le relais des desiderata exprimés par un client sans préalablement contrarier ce client en lui disant « ceci ne va pas être possible, ceci n'est pas conforme,
soit à la réglementation, soit à la ligne de conduite de la commune concernée. Et donc, effectivement, ça fait perdre beaucoup de temps aussi. Et donc, n'hésitez pas, autant les avocats ont le job de devoir aussi expliquer la limite de ce qu'ils peuvent faire auprès de leurs clients en cas de plaidoirie, faites-le aussi. Et je ne doute pas d'ailleurs que je m'adresse à l'Assemblée qui le fait systématiquement, donc ça ne s'adresse sûrement pas à vous, mais faites aussi ce travail pour calibrer les demandes ou rêves ou fantasmes que parfois les uns ou les autres, parce que sinon, on sait qu'il y a à un moment donné, malgré tout, des balises à devoir respecter. Madame Crémasco, en 4 secondes. Je peux partager votre constat, Monsieur Prévost, mais les architectes, ils sont débordés par tellement de choses. Et quand on voit la difficulté de compréhension des règles urbanistiques sur certaines communes, ce qui se passe, c'est qu'eux-mêmes, parfois, ne les comprennent pas ou n'ont pas les infos de la part des communes. Je voulais juste ajouter ça. Parce que moi, j'ai plein d'échos d'architectes qui me disent c'est pas possible, quoi. Oui, mais tu sais, là, il y avait un schéma de développement communal. En même temps, il y avait un sol qui s'appliquait. Mais attention, parce que ça dépend du fonctionnaire délégué. Il faut aller chercher ça. Enfin, je veux dire, c'est complexe et ils vont vous dire, finalement, la situation légale, ils ne savent pas l'apprécier nécessairement parce qu'ils ont des masses et des masses. Et je crois que le sens du propos, c'était plutôt de dire les choses telles qu'elles sont, indépendamment d'une complexité de parfois règlement. L'architecte lui-même ignore le contexte des choses telles qu'elles sont. Véronica a raison. Dans la plupart des cas, heureusement, les architectes eux-mêmes sont de bonne foi. Et je vais même rajouter une couche à ce que tu évoques. Ce n'est pas toujours non plus le même discours selon que l'on va voir l'échevin de l'urbanisme ou celui de l'aménagement du territoire, quand les deux n'ont pas la même casquette. Donc, ce n'est pas toujours simple non plus. La toute dernière question de cet après-midi, je ne sais pas où le micro a été donné. Si quelqu'un a le micro en main, qu'il s'en serve. Allez-y. Bonjour, Gianni Fabrice. Je suis architecte à Herve. Et d'abord, je regrette un peu que dans la première partie, on n'a pas laissé s'exprimer la fonctionnaire déléguée Anne-Valérie Barlet, parce que je crois que c'est une personne qui avait énormément de choses à dire et très pertinente par rapport à la problématique qui est soulevée ici. Je crois que c'est vrai qu'en réalité, il y a toujours eu des contacts entre les administrations et la fonctionnaire déléguée. J'ai été, pour ma part, 6 ans et je fais l'urbanisme de la ville de Herve avec Pierre-Yves Jolet comme bourgmestre. Tous les contacts ont toujours été faits. C'est vrai qu'en étant architecte et je fais l'urbanisme, les contacts avec tous les confrères étaient beaucoup plus aisés. Mais je crois que, comme M. Borsu disait qu'il faudrait quand même un petit peu simplifier, bon, je suis du même parti que M. Borsu, mais je ne voudrais quand même pas chagriner, mais quelque part, ça fait 40 ans que j'entends qu'on va simplifier. Alors j'ai l'impression que le politique, peut-être que moi compris, n'a jamais été voir la signification du mot simplifier. Et surtout, par rapport, ici, quand on parle de problèmes au niveau des permis d'urbanisme, vous vous rendez compte que ça a été soulevé par un confrère ici. Quand vous faites votre dossier, vous avez l'annexe 4 qui est à remplir. Maintenant, on n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il faut mettre le cycle de la commune sur l'annexe 4. Il y a certaines communes, si vous rentrez l'annexe 4 sans le cycle, le dossier n'est pas complet. Alors, j'ai introduit il y a 15 jours un dossier à l'ONSEN. Je me dis, je vais téléphoner pour voir s'ils ont une annexe 4 avec un cycle. Ah ben oui, nous, on a un cycle, mais ce n'est pas la commune, c'est le cycle de la communauté germanophone. Je m'excuse, mais ça devient quand même compliqué. Par contre, j'ai eu une CATU dans une commune qui m'a dit, écoutez bien, M. Fabrice, il n'y a pas de cycle sur l'annexe 4. Et je trouve que ça pourrait être intéressant si l'annexe 4 pouvait être modifiée en fonction de la commune. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas de RGBSR, ou de centres protégés. Et pourrait simplifier l'annexe 4 et les architectes ne devraient pas chercher telle ou telle chose, quoi. Donc là, je crois que quand même, ce serait quand même important, une bonne fois pour toutes, de se mettre autour de la table et d'essayer de simplifier les choses, quoi. Alors, quant au délai, le code DET, le seul avantage du code DET, c'est d'avoir établi des délais de rigueur. Le reste, je ne le vois pas. Le code DET a été fait pour le lobbying de grosses sociétés de construction clés sur porte, parce qu'eux avaient un problème de délai et dans la planification de construction de 1000 maisons sur l'année, si vous n'êtes pas juste, c'est pas bon pour vous. Donc je crois quand même que maintenant, il faudrait quand même remettre l'église au milieu du village. Merci beaucoup. On est toujours sur de la question de la simplification notamment et de l'annexe 4. On peut la supprimer directement, l'annexe 4, comme ça on ne s'emmerde plus avec un cachet. Ça, c'est réglé. On va peut-être terminer à parler par
là, on était plus dans le témoignage, donc pardon pour ça. On va terminer peut-être alors avec une ultime question, si c'est une vraie question. Parce qu'on ne peut pas évidemment, et pardon pour ça, mais on ne peut pas faire se succéder... Je suis sûr qu'on va vous entendre. Mais parlez bien fort, par contre, si vous voulez bien. Non, il n'est pas allumé, mais gardez-le quand même, comme ça on fait semblant. Il est allumé maintenant. Ah ouais, voilà. Donc ma question, c'est de savoir comment on fait. Bon, pour construire une vision. Parce que c'est vrai qu'on peut remarquer en tant qu'architecte que les communes manquent de vision sur leur territoire. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vision qui évolue? Parce que le monde évolue. Parce que quand on construit des projets, on ne les construit pas pour 1 an, 2 ans, mais pour des dizaines d'années. Comment est-ce qu'on peut donc imaginer là maintenant, avec les règlements qui sont déjà, disons, cloués, fixés ou peut-être un peu simplifiés, mais néanmoins ils sont déjà prévus aujourd'hui pour laisser le monde de demain évoluer. Donc la question aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir la porte à des projets d'architecture qui sont innovants. Donc à quel moment les architectes ou les penseurs de l'architecture sont appelés, et ils devraient être appelés régulièrement, à la table de discussion et pour pouvoir penser la ville, pour pouvoir penser au rapport entre l'architecture et les êtres humains, et leur manière d'évoluer. Enfin voilà, la vie évolue, ils bougent les gens, ils changent aussi, la société change. Donc je pense qu'à tout moment, il devrait y avoir quand même des rapports avec des penseurs de l'architecture, des gens qui, par exemple, parce que dans les universités, évidemment, on pense faire des projets, mais aussi on pense à la ville. Donc il y a des gens qui pensent l'architecture et qui proposent des scénarios, qui proposent des hypothèses. Donc tout ça, ça peut se discuter en amont, justement, de la question du permis et des règlements. Comment construire une vision demain? Vous avez 2 heures. Juste pour vous donner un exemple, donc moi personnellement, donc je suis architecte, je suis aussi maître d'ouvrage. J'ai réalisé un logement il y a 20 ans. Il a été mis hors la loi, considéré, donc il a été publié 12 fois. Il a été considéré hors la loi par un projet d'aménagement du territoire qui est intervenu 9 ans après. Donc voilà, on ne peut plus loger là. Et en étant publié 12 fois, il a été refusé 20 ans après. Donc je ne peux plus loger dans un endroit qui est passé à la RTB, qui est passé vers l'avenir, dans le je construis, voilà. Dans plusieurs journaux, donc 12 fois, Belgium Architect, New Architecture, voilà. La question et la question est et comment faire pour que les architectes ne soient pas uniquement des exécutants, mais qu'ils soient aussi des penseurs et qu'ils soient considérés aussi dans leur manière d'avoir une vision sur l'avenir de l'architecture et de l'urbanisme. On va clôturer avec vous deux. Monsieur Salens, tout d'abord. D'abord, je veux dire que je ne vais pas répondre à cette question. Ah ben ça commence. Je laisserai d'autres répondre à la question. Mais je voudrais rebondir sur la question pour parler en effet de la question des rythmes. Et je pense que c'est une question relativement centrale. On le voit aussi en matière d'environnement. Plus les années passent et plus les décennies passent, quelque part, on a des rythmes différents entre le rythme du territoire, le rythme public et le rythme notamment privé. Et une illustration ou deux par rapport à ça, on se retrouve aujourd'hui dans des situations, vous savez que les éoliennes sont quasiment toutes en recours, le ministre l'a encore rappelé. On en arrive à des situations où on autorise à un moment donné des permis pour des éoliennes dont le modèle est dépassé. Et donc, puisqu'on a passé tellement d'années que pour finir, le modèle est dépassé.
Autre exemple, on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup de réindustrialisation de la Wallonie. Si on veut réindustrialiser la Wallonie dans le cadre du post-Covid, etc., peut-être qu'il faudra aller relativement vite. On aura peut-être besoin d'accueillir des acteurs industriels, des acteurs économiques sur notre territoire, mais pas dans 10 ans, on n'aura pas le temps d'attendre. Donc, comment on fait en sorte que le rythme, à un moment donné public, le rythme de l'instruction de ces dossiers colle davantage au rythme de la vie d'aujourd'hui, qui est sans doute trop frénétique dans bien des cas, mais qui parfois exige l'urgence et qui doit pouvoir, ou une réponse doit pouvoir être donnée dans l'intérêt du demandeur, mais aussi de l'intérêt de notre collectivité régionale. Donc voilà, je n'ai pas répondu à votre question, mais ça m'a permis de parler de cette question des rythmes qui me semble assez centrale dans cette discussion de territoire. Monsieur Dachelet. Désolé Michel, si je fais pas en demi-micro. Je peux le prendre dans le fond. A priori, j'ai le masque de l'UA, donc tout va bien. Ok. Je ne vais pas non plus répondre directement à votre question, mais je vais cueillir un mot que vous avez dit, c'était le mot vision. Donc tout au début de la discussion, on a tous mis en évidence que la question n'était pas celle du flou législatif. Notre code d'été est clair en ce qui concerne les procédures. Par contre, il y a un flou au niveau de la vision, il y a un flou au niveau de la planification. Les lignes de la région ne sont pas claires, les lignes de certaines communes ne sont pas claires. Je dois reconnaître que les lignes de Namur sont claires. Quand les lignes ne sont pas claires, quand on ne sait pas quelles sont les choses importantes, alors on s'occupe des choses qui sont périphériques. Et alors on va s'occuper de la couleur des briques, on va s'occuper de la couleur des châssis. Si on veut retravailler en amont, si on veut savoir et faire en sorte que tout le monde sache où on doit aller, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une vision plus affirmée. On ne peut pas faire l'économie de mettre autour de la table différents acteurs présents dans la société. Ce sera l'UPSI, ce sera les architectes. Et le cabinet du ministre a d'ailleurs mis en place le début d'une série de tables rondes avec l'UPSI, avec les architectes, avec l'Union wallonne des entreprises, où la question de la vision va pouvoir être posée sur la table et challengée en fait, par chacun des acteurs que je viens de citer. L'autre point sur lequel je voulais, mais ça c'était pas vous, c'était le précédent, c'était la question de la complexité. Donc, quand on a un problème complexe, on sait tous que l'idéal, c'est de lui trouver une solution simple. Et en général, quand le problème est complexe, la solution simple, ce n'est pas la bonne. Donc, si le problème est complexe, et c'est le cas maintenant, nous devons l'assumer, on ne construit plus une maison, maintenant on construit des appartements. Nos clients ne sont plus des familles, mais ce sont des promoteurs, avec des problèmes qui sont des problèmes d'environnement, de climat, etc. Donc, l'univers dans lequel nous vivons est complexe, et les solutions qu'on peut amener ne sont pas des solutions simples. Je pense qu'on a besoin à la fois de l'énergie de tout le monde pour trouver des solutions adaptées aux questions complexes qui nous sont posées. Et on a besoin aussi de tester. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, expérimentation et innovation, on en a besoin. On a besoin de prendre quelques risques de temps en temps en se disant, tiens, il y a des choses qu'on n'a jamais fait avant. Prendre quelque chose qui est hors de notre scope maintenant, par exemple, c'est l'habitat léger. L'habitat léger, les yurts, etc., est peut-être une solution, même si on n'y va pas spontanément, pourquoi pas, je dirais. Et c'est comme dans toutes les logiques de transition, on a intérêt, en fait, avant d'écarter des solutions qui paraissent mauvaises, de les tester un peu. Et donc, je serais partisan, en fait, qu'on puisse avoir une logique comme celle-là dans la gestion de mon équipe, et c'est le cas. Je veux dire, le message est passé au sein du SPE Territoire pour qu'on accueille, en tout cas, d'un œil favorable, les innovations qui nous sont proposées. Grand merci à vous. Nous allons clôturer ici. Il est 16h30, on a pris un peu de retard, mais je pense que les questions-réponses, c'est toujours intéressant. Merci à vous de votre attention. Merci aux représentants du panel numéro 2. Merci aux représentants du panel numéro 1. On va organiser la sortie, pardon, évidemment, c'est un peu procédurier. On va organiser la sortie de la même manière que tout à l'heure. Le fond de la salle, tout d'abord, ne vous précipitez pas. Il y a un drink. On vous demande de ne déplacer aucune des chaises qui se trouvent autour des manches debout. Vous comprenez évidemment pourquoi. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À très bientôt.